Zulf Lawent, Zulf Lawen. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir mon ami Tariq Mira, qui nous a écrit un livre très intéressant, très important, où il y a beaucoup d'informations qu'on ne connaît pas forcément. Bien sûr, il s'agit de son propre père, paix à son âme, le commandant ou le colonel Mira, on en parlera. Moi, je suis heureux aussi parce que j'ai fait mon lycée dans un lycée qui s'appelle le lycée commandant Mira. Donc, ça me rappelle un peu ma période de lycée à Mira. Et donc, je disais que ce livre est un livre d'histoire, hein, de l'histoire récente aussi de l'Algérie et principalement de la Oulaya 3 durant la guerre de libération nationale. Alors, Tariq, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. J'aimerais bien qu'il y ait un débat à la fin de l'exposé. Je crois que c'est pour moi un aboutissement. J'ai écrit ce livre avec en tête l'idée de ne pas d'être objectif, d'avoir une démarche scientifique, quand bien même le sujet traité est une personne qui est mon propre père. Donc c'était que je crois que je l'ai évité. Et je crois que pour l'instant, je reçois que des encouragements. J'espère que les uns et les autres vont faire l'effort d'écrire encore, parce qu'on ne connaît jamais assez l'histoire. J'ai traité de l'itinéraire d'Abdelrahman Mira, qui a été à la tête de la Oulaya 3 à partir du mois de la fin mars 59 jusqu'au 6 novembre 59, date de décès. Donc j'ai traité de ce personnage en essayant d'échapper à la mythification. Parce que l'histoire de la guerre de libération nationale, c'est des mythes qu'on entretient. Et voilà, le pari est lancé, je l'ai relevé, le défi je l'ai relevé, et j'espère que vous allez avoir des informations intéressantes. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Alors, si tu veux bien, Tariq, on va dire quelques mots quand même sur Abdelrahman Mira, qui est né à Bounda, oui, contrairement à ce qui est écrit ici et là. Pourquoi Bounda? En fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi Bounda. J'ai cherché à savoir pourquoi Bounda. Finalement, c'est une banale histoire, je crois, une histoire familiale qui a fait que mon grand-père a décidé de quitter le village natal Taranat. Il s'est installé à Bounda. Pas pour longtemps, parce qu'à l'âge de mon père, quand il avait 5 ans, il était encore à Bounda. Il avait perdu son père, donc mon grand-père, qui est allé faire le pèlerinage à la Mecque. Il est mort en cours de route. Et c'est ça qui a décidé que mon père, que Da'amal, le frère aîné, a décidé que la famille repartait à son village d'origine, Taranat, Gethmlikish. Alors, toujours Abdelrahman Mira, il est tout de suite happé par le désir de combattre l'injustice. Oui, la prise de cause, oui. Oui, vas-y. Alors, c'est un jeune homme plutôt révolté. Révolté, c'est un bagarreur, c'est quelqu'un, je crois qu'il exprime, il exprime sa révolte déjà par sa condition d'être, sa prédisposition à se bagarrer et tout ça. Se bagarrer, c'est le symbole de vouloir vivre, de vouloir absolument vivre. Et il a commencé à travailler très jeune, puisque son frère aîné, Tahmar, était déjà parti s'installer à Annaba, travailler dans le vignoble.
Donc il a rejoint son grand frère à Annaba, puis ils sont revenus à Taralat, Tazmalt Taralat, et ils sont partis en immigration. Donc mon père est parti et a rejoint la France en 1945. Et entre-temps, les événements de 1945 l'ont beaucoup frappé. Je crois qu'il s'est déplacé même à Kharanta pour voir de ses propres yeux ce qui s'était passé là-bas. Donc, quand il est arrivé en France, il a travaillé dans la métallurgie à Nancy, à côté de Nancy, dans les mines. Et je crois que c'est un esprit solaire, une mentalité solaire sur l'est de la France qui était plutôt guerrier. Et ça ne lui plaisait pas. Il est venu s'installer à Paris. Il s'est installé du côté de Pantin. Il s'est mis en association de biens avec des gens de Tazmalt. Ils étaient quatre. Donc, ils ont travaillé dans ce bistrot-là. Puis, une année après, il a acheté un bistrot au 42 boulevard Félix Faure, à côté de Porte de la Villette, boulevard Félix Faure, Aubervilliers, mais c'est à 100 mètres de la Villette. Et c'est là qu'il est entré au MTLD. Donc, c'est en arrivant en France, observant peut-être le décalage entre la métropole et la colonie, qu'il a décidé de militer d'entrer dans le parti du peuple algérien, qui est devenu le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Donc, l'une des choses que l'on connaît, c'est que ce bistrot-là, malgré l'opposition de son ami, Chérichis, malgré l'opposition de son ami, c'est là qu'on achetait l'Algérie libre. Ils vendaient l'Algérie libre au sein de cet établissement-là. Donc il est devenu, alors au MTLD, il est devenu le chef de section du 19e arrondissement. Et donc tout de suite il comprend qu'il faut qu'il aille au pays, quoi. Il comprend qu'il faut qu'il s'engage physiquement et au pays, n'est-ce pas? Il s'engage, oui, bien sûr. Il fait le va-et-vient entre l'Algérie, entre Tazmalt et Aubervilliers. À Tazmalt, il était proche de l'Arboulbsir. Peut-être l'Arboulbsir, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Donc ça vaut le coup de dessiner un petit peu son côté. L'Arboulbsir était le patron du MTLD, du parti indépendantiste pour toute la vallée de la Soumare. Donc jusqu'à et l'Arboulbsir, le mois d'août 1954, lors du congrès bessaliste à Ornu, il a été élu membre du Conseil national, donc membre de la direction. C'est quelqu'un qui a été arrêté, il a été collégien. Et dans le militantisme, il a été arrêté et emprisonné à Skikda. Et l'Arboulbsir, à l'époque, il avait fait la plus grande grève de la faim, 28 jours de grève de la faim. Donc il était très connu dans le milieu militant. Et donc mon père était proche de lui quand il venait de France en Algérie. Il militait au sein du MTLD de Tazmalt et rencontrait souvent l'Arboulbsir. Donc il a participé en 1953 à la manifestation. Fermez la porte, s'il vous plaît. À la manifestation organisée par le PC pour l'indépendance de l'Algérie, du côté de Passy. Et là où il y avait des morts, dont un type qui est originaire de chez nous. Comment il s'appelle, son nom va me revenir. Et c'est mon père qui avait raccompagné son corps au pays. Alors, donc il s'est engagé dans le militantisme. Et le 1er novembre, la surprise, alors qu'il il avait participé à une très grande manifestation à Tazmalt, qui est décrite dans le dernier numéro de l'Algérie libre, au mois de septembre 1954. Donc 1954, il est reparti
à Paris. Et à Paris, le 1er novembre, le surprend ici. Il ne comprenait pas. Il y a un militant du MTLD qui m'a dit que le 3 novembre, j'étais de passage à, comment il s'appelle, au bistrot de Mira. C'est des amis. Hein. Et il m'a dit tout de suite, ton père, il me dit, mais tu es au courant que la guerre a commencé en Algérie? Il lui dit, moi, la guerre a commencé en Algérie, je vois ce qu'écrivent les journaux, tout ça. Il lui dit, moi, je vais partir tout de suite. Le temps de régler mes affaires administratives, je pars tout de suite, parce que cette fois-ci, c'est sérieux. Et d'ailleurs, il me dit même, il pose la question à Saoud, mais là, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il est parti. C'est le flou total, on ne sait pas qui a déclenché la guerre. Le FLN, c'était pas connu. Et le FLN, ça pouvait être le nouveau nom du parti, du MTLD. Donc il est allé prendre des contacts, il a essayé naturellement, il a essayé de retrouver l'Arboul Bsir. Et l'Arboul Bsir était difficilement trouvable. Et quand on a vu, quand ils ont vu, c'était trois, ils ont vu l'Arboul Bsir leur a promis, des armes. Il leur a promis des armes. Et l'Arboul Bsir, le 2 novembre, a tenu un discours à Iwakoran, c'est-à-dire à 5 km de Tazmat, dans ce discours, il fustige le colonialisme, il dit même que la guerre a commencé et qu'ils vont quitter bientôt le pays. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas douter que l'Arboul Bsir soit contre la guerre, parce qu'il y a une manipulation de l'histoire qui te présente les gens, maintenant même les plus patriotes, comme étant des gens qui ont dévié et tout ça. Donc l'Arboul Bsir, que ce soit dans ce discours de truc, de Wakoran à quelques kilomètres de Tazmat, que ce soit dans la promesse qu'il a donnée à mon père et à ceux qui l'avaient accompagné de leur livrer les armes, on ne pouvait pas le soupçonner de tiédeur. Mais en même temps, les armes ne venaient pas. Et l'Arboul Bsir a été envoyé par sa direction au Maroc pour acheter des armes. Et donc mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il doit chercher absolument à trouver le lien avec le FLN, la LN. Et c'est comme ça, grâce à un type Rijdel de Tazmat, qui lui avait 2 oncles qui avaient été arrêtés pendant le démantèlement de l'organisation spéciale à Bougie, et qui a gardé des liens avec Aben, Hassan. Eux, ils l'appelaient Hassan, entre eux, ils l'appelaient Hassan. C'est son nom de guerre. Donc Hassan les a mis en contact avec Karim Belkacem, et Karim Belkacem m'a dit, écoutez, je vous promets de vous envoyer quelqu'un, parce qu'ils avaient toujours cette suspicion que si ce n'est pas eux, il peut être messaliste. Parce que déjà, pour eux, il fallait se méfier des messalistes et tout ça. Et c'est comme ça que vers le mois de juin 1955, alors que des maquis étaient implantés déjà à Ethmilikeche, un peu dans la région, Mayou et tout ça, qui est arrivé à Améroche. Donc, Améroche et mon père se sont vus la première fois. D'abord, Améroche, elle a été ramenée par un gars d'Amrouzgan. Amrouzgan, c'est un village au-dessus d'Akboum. C'est eux qui ont pris le contact la première fois avec Améroche. Et c'est l'un d'eux qui est allé ramener Améroche. Améroche a fait un discours ce jour-là à Amrouzgan. Il a demandé aussitôt à voir Abdelrahman Oumira. Il a dit, je veux voir Abdelrahman Oumira. Donc ils se sont vus le lendemain. Améroche, quand on est allé le chercher, il est venu avec 3 autres bonhommes, donc ils étaient 4. Et mon père est venu et s'est déplacé d'Ethmilikeche à Amrouzgan. Il avait avec lui 13 ou 14 personnes, je ne me souviens plus bien. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à accélérer, les travaux se sont accélérés, dispersion et le recrutement à grande masse. Et Mira s'est montré très actif.
pour devenir pratiquement les structures n'étaient pas encore solidifiées, mais il était considéré déjà comme étant le bras droit d'Amérouche. Très bien, très bien. On va aller un peu dans la synthèse parce que le livre est volumineux et l'histoire est aussi longue et riche et passionnante, bien sûr. Alors, par ses faits d'armes, par son engagement sans faille, il devient un élément important, en tout cas dans la Wilaya 3, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu beaucoup de choses. Il va y avoir le congrès de la Soumam, bien sûr. Il va y avoir la bleuite. Tu en parles beaucoup et c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé par les historiens algériens en général. Et Tariq Mera se retrouve en Tunisie. Il pouvait rester, mais c'est lui, et c'est l'un des rares qui a voulu rentrer au pays. Alors, Abdelrahman Oumera, pardon. Pardon. Alors, d'abord l'implantation des maquis. L'implantation des maquis dans la vallée de la Soumam et de la vallée du Sahel, incontestablement, Abdelrahman Mera joue un rôle capital et c'est vraiment l'élément central dans l'armement de ces deux vallées, même s'il y avait deux autonomes. Bougie aussi, dans la basse vallée de la Soumam, avait son propre organisation avec un futur commandant Kassi. Mais les deux étoiles montantes qui scintillaient dans le ciel en ce qui concerne la vallée de la Soumam, c'était Amérouche et Oumira. Ensuite va venir Kassi, Ahmimia, Ahmim Mofarad, et ainsi de suite. Mais on peut dire qu'Abdelrahman Mera est cofondateur, l'un des fondateurs des maquis de la Soumam et du Sahel. Il a travaillé énormément, il a été envoyé déjà, il a fait se rencontrer pour la première fois la zone 3, la zone 4 et la zone 5 à Boussaïda. Le mois de mars 1956, il a reçu la médaille de la résistance. C'était l'une des premières attribuées au champ d'honneur. Il a été l'un des principaux dirigeants qui ont préparé le congrès de la Soumam, non pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan logistique et technique, à telle enseigne que les congressistes, une partie des congressistes est restée 10 jours à Etmelikish, pendant 10 jours à Etmelikish, sans que personne ne sache que ces dirigeants-là, c'est-à-dire Abel, Krim, Ben Mehdi ou Amran, la délégation du Constantinople, c'est après. Donc, c'est au village de Taralat, au village de Mira et de Tavouda que ces gens-là se sont rencontrés ils sont restés là-bas pendant 10 jours, sans que personne ne se rende compte, sans que le bruit ne sorte. Et puis après, d'ailleurs, il y a eu un accrochage, et puis le 22 juillet 56, il fallait se déplacer pour rencontrer la délégation du Nord constantinois. Donc il faut descendre vers la vallée, traverser la route nationale 26, traverser les chemins de fer parallèles, ils sont parallèles à la route nationale. Et c'est là qu'il y a la grande surprise. Alors, ce jour-là, le mot d'ordre, le mot secret là, le mot de passe, Agentour de la Koua. Chaque 100 mètres, tous les 100 mètres, il y a un groupe de maquisards, de musulmans pour assurer la sécurité. Et si tu ne dis pas Agentour de la Koua, c'est que tu n'es pas de la. Ils sont arrivés pour traverser le chemin de fer. Et alors, grande surprise, la drésine est tombée en panne. La drésine, vous connaissez, c'est celle qui surveille s'il y a des mines sur le chemin. Elle est tombée en panne. Et donc, les soldats français ont tiré. Et donc, il y a eu un accrochage et tout ça. Et c'est là que le fameux mulet d'Outazmat, ce qu'on dépasse, la presse coloniale parlait de mulet. Le mulet est parti, mais il a été tué sur place. C'est un certain moment, il a été tué sur place. Et les Français ont récupéré les documents. Une partie des documents, pas tous les documents, une partie des documents. Et voilà.
Mais, malgré tout, on a franchi la route nationale et le chemin de fer sans encombre. C'était grâce à, on a considéré que c'était grâce à Abdelrahman Ouguera qu'on a réussi cet exploit. Alors, où est-ce qu'on va aller, mon ami Tariq? Alors, donc la préparation du congrès. Et oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on n'aura pas le temps. C'est pour ça que je me suis permis d'aller vers, parce que les gens vont lire ton livre, parce que les détails, c'est pas des détails inintéressants. Mais c'est pour ça que je me suis permis de revenir vers ce retour de Abdelrahman Mira de Tunisie, alors que beaucoup de militants ne voulaient pas rentrer. Alors d'abord, il est devenu capitaine au congrès de la Bah voilà, bien sûr. Donc il a été gradé capitaine chef de zone. Donc Mohamed Saïd a été nommé officiellement, Mohamed Saïd a été nommé chef de wilaya, colonel chef de wilaya. Son adjoint politique, c'est Hamay Qassi de Sidaïj. Son adjoint militaire, c'était Amiroche, commandant, et comment il s'appelle, celui qui a fait l'oiseau bleu, Zaydet, commandant renseignement liaison, et mon père a été nommé capitaine chef de zone. La zone, à l'époque c'était la zone 3 avant de devenir le mois de février zone 2. Donc voilà. Donc il a été consacré capitaine chef de zone. D'accord. Alors, petite parenthèse, tu dis dans ton livre qu'il y avait une animosité durant le congrès de la Soumam entre Abben et Amiroche et Krim. Non, le congrès de la Soumam, ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est qu'on a demandé des comptes pour la wilaya du Constantinois, Nord-Constantinois, en ce qui concerne les massacres du 20 août 1957. Bien sûr. Et les dirigeants du Nord-Constantinois, ils ont dit, puisque c'est ainsi, alors nous, on demande des comptes sur ce qui s'est passé au Damaso. Bien sûr. Donc, si vous voulez. Donc, Krim a protégé Amiroche. Les Nord-Constantinois ont protégé Sirot Youssef. On a dit la wilaya 4, la Jawa, comment il s'appelle, lorsqu'ils ont eu des étudiants français, c'est l'affaire de Sakamado. Oui. Eux aussi vont rendre des comptes. Donc, puis à la fin, puisque chacun doit rendre des comptes, on a tout balayé. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Et donc, quand il va revenir, oui, vas-y. Pour arriver pour qu'il parte en Tunisie, d'abord on lui a enlevé le commandement de la zone. On lui a enlevé le commandement de la zone, on lui a dit tu vas partir au Sahara. Et il y a eu au Sahara, il y a eu une réunion houleuse le mois de janvier, le 27 janvier 57, une réunion houleuse dans laquelle il a dit puisque vous voulez ainsi, moi je ne vais pas partir. Vous voulez m'affecter au Sahara, je ne vais pas partir. Trouvez. Et il est passé à deux doigts d'une grande punition. Heureusement qu'Amran Amran, qui était de passage, l'a réhabilité en quelque sorte. Et on lui a dit, finalement, il lui a dit, il faut que tu partes au Sahara. Il est parti au Sahara, il est revenu, et ensuite on l'a envoyé en Tunisie. Et en Tunisie, il a dit, moi je ne reste pas ici. Ce qui est très rare. C'est ce que je voulais dire pour raconter ce désir d'en découdre et son envie sincère de se battre. Ah oui, contrairement à certains qui étaient déjà dans les calculs de l'après-guerre. Il y a des gens, il y a des officiers qui se sont tirés une balle au pied pour qu'ils ne reviennent pas en Algérie. C'est-à-dire qu'il est blessé, je vais rester en Tunisie. Il y a deux officiers, il y a mon père et un autre qui a été chef au Sahara où il a assisté, qui a été tué, je ne me rappelle plus de son nom. C'est les deux personnes qui publiquement ont dit que nous ne restons pas ici. Nous voulons absolument repartir en Algérie. Et voilà. Alors parmi les nouveautés qu'on peut signaler dans ton livre, tu donnes à propos de la malheureuse affaire de la Bleuite le chiffre de 600
16 morts. Alors, il y a une controverse énorme. Oui, bien sûr, c'est pour ça, bien sûr. Les chiffres, certains donnent jusqu'à 4000 morts. Alors, sur l'affaire, moi j'ai dit 616 parce que c'est ce qu'on a trouvé dans la musette d'Ameros. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu plus? C'est ce que disent beaucoup de Moudjahid. C'est pas possible qu'il y ait 616, il y en a eu plus selon eux. Il y en a plus selon eux. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des gens qui ont été tués sans passer devant le jugement. Ah oui. Donc ils n'ont pas été comptés. C'est possible que ce soit ainsi. En tout cas, s'il y a plus de... en Wilaya 4, il y a plus de 400. Chez nous, 600, en Wilaya 3, 616. Mais vraisemblablement, c'est un chiffre qui est faux. C'est-à-dire la réalité le dépasserait. D'accord. C'est ce que je pense maintenant. Mais l'officiel, c'est 616. D'accord. Alors, je voudrais aussi dire... Et Mira a été renvoyé en Wilaya 3 par Mohamed Saïd et Kirim al-Qassem, dont la mission principale était d'arrêter les tueries. D'arrêter les tueries. Est-ce qu'il a réussi à arrêter les tueries? Alors, d'abord, il y a eu pour traverser, pour revenir au pays, il faut franchir les frontières qui sont quasiment infranchissables. Il y a eu, donc c'est le mois de septembre 58 que la décision a été prise que les deux colonels, Vreroche et Mira, doivent absolument partir en Kabylie, avec comme chef de wilaya, nouveau chef de wilaya Vreroche, et son adjoint Mira. Et donc mon père a essayé de franchir. De septembre, ils ont attendu jusqu'à fin décembre pour tenter de passer. Donc le 31 décembre 58, ils ont tenté de passer par le nord. Et le guide qui les a emmenés, de la Wilaya 2, il a disparu. Il a disparu, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le chemin et tout ça. Normalement, lui, il était cherché par son groupe de la diversion. Il a disparu. Ils ont attendu 4 ou 5 jours, rien à faire. Ils étaient obligés de retourner à Rarguimaro et de retenter le passage par le sud. Et c'est comme ça que mon père, Vreroche n'a pas réussi. Mon père, avec 15 autres moudjahidines, ils ont réussi à passer par Néguérine. Néguérine, ils sont arrivés à la Wilaya 1. C'est à partir de la Wilaya 1 qu'ils ont appelé Tunis pour leur dire que nous avons franchi la frontière et que nous sommes... En tout cas, mon père a mis 40 jours de Tunisie pour arriver au PC de la Wilaya 3. Il est arrivé au PC de la Wilaya 3 le 28 mars, le jour même où Amarouche est décédé. Paix à son âme, paix à l'âme de tous les martyrs. Le commandant Mira qui a été élevé au grade de colonel parce qu'il a dirigé la Wilaya 3, mais ça c'est dans les années 80. Est-ce que c'est ça? Oui, à titre posthume. Oui. À titre posthume. Donc, est mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps, même s'il a été exposé quand même après sa mort, n'est-ce pas? Il a été tué le 6 novembre 1959 en pleine opération jumelle du côté de Chelata, du col de Chelata, dans trois villages entre Demet et Tahlan. Il a été tué donc vers 15 h. De 15 h, il a été transporté à dos d'âne jusqu'au camp de Tezinslev. Du camp de Tezinslev, un hélicoptère est venu d'Akbo. C'est un hélicoptère BEL, BE2L, piloté par le sergent Détouche, qui est venu prendre le corps de mon père exposé à Chelata, en attendant que l'hélicoptère arrive. L'hélicoptère l'a pris de Chelata jusqu'à Akbo, au centre de transit d'Akbo. À Akbo, donc les prisonniers, les parents de mon père, Majid qui était emprisonné là-bas, a reconnu en disant que c'est mon cousin germain. Enfin, ils étaient sûrs que c'était mon père. Et le lendemain, c'est un hélicoptère Sikorsky,
Le Sikorski, il est venu de Sétif, de la base de Ain Abnat. Il a pris le corps, il l'a exposé jusqu'à Taralat, au village natal. Tout l'arche ethnique était convié à voir le corps, donc à être sûr, complètement sûr que c'est Mira. Et puis c'est une opération d'intox, enfin, de propagande pour les Français. Et d'ailleurs, qu'est-ce que disaient les Harkis? Ils moutent à Miroche, il y a des gens qui ont dit voilà. Et d'ailleurs, il y a même un truc papillon comme ça. Après Amirouche, Mira est mort. Oui. C'est très simple. Qui lance par avion. Après Amirouche, Mira est mort. Tout ça. Donc mon père a été exposé au village de Taralat pour tout le Douarat Mikil. Et puis l'avion a repris, l'hélicoptère a repris son chemin. Il n'est pas revenu, il n'est pas reparti vers l'est d'où il est venu. Il est parti tout droit vers le sud. Normalement, on suppose qu'il est reparti vers Ain Abnat. Où est-ce qu'il s'est arrêté? Après, est-ce qu'il s'est arrêté? Oui ou non? Est-ce qu'il est parti jusqu'à Ain Abnat? Depuis, le corps a disparu. Les démarches que j'ai faites au niveau du ministère des Anciens Combattants ici à Paris, ils ont dit que le gendarme qui a enregistré le décès vient de mourir. Les archives que l'on a chez nous, votre père, effectivement, est rentré le 6, il est entré au centre de transit le 6 novembre 59. Son corps est sorti du centre de transit le 7 novembre à 10h. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc, est-ce qu'ils ont jeté son corps? Est-ce qu'ils l'ont enterré secrètement dans un endroit peut-être certains disent à Bouga. Pourquoi je dis Bouga? Parce que deux personnes qui ne connaissaient pas mon frère, Ismaël, dans les années 60, sont venues lui rendre visite en disant qu'on a parti, chacun de son côté sans qu'ils se connaissent. Hein. Chacun a dit qu'on a enterré ton père à Bouga, Lafayette. Au sein de la prison. Ça devient crédible dans la mesure où si les Hawass et Amirouche ont été enterrés dans une caserne à Bordeaux. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle pratique d'enterrement inaugurée par l'armée française. Avant de donner la parole à nos amis dans la salle, j'aimerais que tu nous dises un mot sur l'affaire des officiers libres. Alors, quand mon père est arrivé de Tunisie, il a revendiqué le pouvoir de la Wilaya en disant qu'Amirouche est mort, Vrarouche n'est pas arrivé, donc je suis le chef de Wilaya. Et il y a eu un compromis entre lui et Mohamed El Hadj. Donc ils ont dirigé la Wilaya à deux. Et naturellement, quand on dirige à deux et tout ça, il y a des fois de l'inefficacité. Alors la zone 4, la région 4 de la zone 2, c'est-à-dire on peut dire Guethouali, c'est le centre jusqu'à Bougie, s'est révolté contre la direction de la Wilaya 3, contre Amirouche et Mira, les deux commandants qui ont pris le pouvoir en Wilaya 3, pour dire que rien ne va. Contre Mohamed El Hadj et Mira. On demande leur déposition. Ah d'accord. On demande leur déposition. Ils sont entrés en dissidence contre les deux chefs. Et malheureusement, ça fragilise davantage Mira que Mohamed El Hadj parce que cette affaire-là est née dans sa zone naturelle. La zone 2, là où il a commencé à militer, là où il a commencé à commander, et tout ça. Ces gens-là, ils ont établi, les dissidents, ils ont établi une liste de revendications en disant qu'ils ont failli là, et puis ils ont dit qu'ils ont failli même contre l'armée française pendant l'opération Jumelle. Djoudi Atoumi, qui a écrit sur ça et qui est un officier libre, il a dit, de toute façon, c'était un argument de propagande qu'on a avancé, parce que de toute façon, on ne pouvait rien faire contre Jumelle.
avec Mira, sans Mira, avec Madouane, on ne pouvait rien faire. Bien sûr. Merci Tariq. Alors ils ont continué, oui. les officiers libres avec la mort de mon père, ils sont restés dissidents contre Mohamed Hajj. Ah, ben. Ils sont restés dissidents contre Mohamed Hajj jusqu'à mars 1963, 1960. Je dirais davantage, parce que je l'ai trouvé dans les témoignages, c'est Alawa, qui était le chef, le lieutenant c'est Alawa, qui est un grand baroudeur, qui était leur chef, le chef des officiers libres. Il n'a jamais voulu reconnaître Mohamed Hajj jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il est mort en 61. D'accord. Mais merci Tariq. La parole est à la salle. Comme je le dis toujours, dans la mesure du possible, les questions ou remarques seraient bien d'être concises et brèves. Voilà, la parole est à vous. Alors, qui commence? Bon, c'est la première question qui trouve pas son chemin, comme d'habitude, mais elle va arriver. Ah, oui, monsieur. Vous parlez directement? Non, Mastar, juste une petite question, c'est concernant Tlilet. Donc, côté de Bouga, où il y a la base, c'était Qsarter à l'époque. Qsarter, c'était un centre de... C'était ça la nomination de l'époque, non? Non. Il y a deux choses différentes. La latte, c'est la base des hélicoptères. Tandis que Qsarter, c'est un camp de redressement psychologique. C'est pas dans le même endroit? C'est à peu près le même endroit, mais ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Qsarter sont considérés comme étant un truc très difficile. C'est un redressement psychologique, ça veut dire que c'est la torture psychologique. Oui, bonjour, devant la bravoure des hommes, les grades ne comptent pas. Mais qu'est-ce qui se passe pour Mira d'être commandant et colonel en même temps? Merci. Bonne question. Vas-y. Alors, Mira a été nommé commandant le 21 mars 1957 de retour du Sahara. Non, mais là, il n'a pas encore terminé sa mission Sahara. Il est venu, Karim El-Qassim l'a élevé au grade de commandant, il est reparti aussitôt au Sahara où il est assis pour donner un coup de main au colonel Sichrif parce que l'ALN avait beaucoup de difficultés à s'implanter et que les messagistes étaient fort nombreux et bien armés et tout ça. Donc il y avait une confrontation entre le FLN et le MNA. Et mon père, quand il est reparti, il a demandé à ce qu'il y ait beaucoup de Moudjahidines avec lui. Malheureusement, il a perdu 116 hommes dans cette expédition. 116 hommes. Et parmi eux son frère aîné d'Armas. Et beaucoup, parmi les premiers maquisards de chez nous, ils ont tous péri pratiquement là-bas, au Sahara. Alors, il a été élevé au grade de commandant. Quand il a accédé avec Mohamed Hajj à la co-direction de la Wilaya 3, il n'avait pas été encore nommé il n'a pas été reconnu encore comme chef de Wilaya. Finalement, ils vont reconnaître Mohamed Hajj qui a été élevé en 1960 au grade de colonel. Et Abdelrahman Mira, on attendra l'indépendance pour l'élever à post-mortem, à titre posthume comme colonel, reconnaissant qu'il a exercé les fonctions de chef de wilaya. Et à l'époque,
Bonjour, donc j'ai eu l'occasion de lire le livre de Tariq un petit peu avant sa sortie, donc j'ai eu le temps de réfléchir, discuter avec lui sur ce qui est bien. Je pense qu'on rentre dans une phase de désacralisation de la guerre d'indépendance. On commence un petit peu à se poser des questions progressivement. Ma question est rapide. Pour quand des livres sur, par exemple, les massacres de Mélouza, la nuit rouge de la Somalie et de la Blouite? Parce qu'en fait, on ne peut pas construire l'Algérie de demain sans... Bien sûr, on écrira après les massacres de 88 et d'autres, mais commençons déjà par cela. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne veut faire le premier pas. J'en vois pas, ça fait 60 ans en plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça bloque? Par exemple, qu'on n'arrive pas à écrire sur ces 3 massacres identifiés. Le premier massacre, d'abord c'est à Mizoul, le deuxième c'est Mélouza. Mélouza a eu un retentissement international quand même. Hein. C'était la première fois que l'opinion internationale qui soutenait le FLN et l'ALN commençait à douter sur ce qui venait de se passer, parce que dans la rivalité entre l'ALN et le MNA, on est arrivé à des confrontations mortelles, c'est des patriotes de part et d'autre, parce que les messalistes à l'époque, le MNA à l'époque n'avait pas encore pris attache avec l'armée française. Ça viendra au mois de juillet 1958, alors que là, on parle de mai 57. Donc, c'est une guerre fratricide dans laquelle il y a eu des nouveautés, c'est qu'on s'est attaqué, on dit qu'on s'est attaqué aux enfants, aux femmes et aux enfants. Et puis, donc, comment ça s'est déroulé cette histoire-là? Ce qui a peut-être été le déclencheur de ce massacre, c'est le fait que les messalistes exterminaient complètement les gens de la Ouila-6, les gens de la LNFLN. Ali Millah en Chili, qui a été tué, son secrétaire a été tué, son chef, son adjoint, Abdelrahman Jouadi, a été tué. Donc ce qui fait que ça a donné sur Mohamed Saïd quelque chose un goût de vengeance, de revanche. Et je pense que c'est ça qui a déclenché le fait de massacre. Mais sur Mélouza, il paraît que donc le chef de l'opération, parce que ça se déroule dans sa zone, la zone de, comment il s'appelle, Bariki. Monsieur Bariki, le chef de zone. Le capitaine arabe. Le capitaine arabe qui a reçu l'ordre je sais qu'il a reçu l'ordre de Sénassar, Mohamed Saïd, qui était chef du Laya. Et le capitaine arabe a été débordé par le Bariki, Abdelkader Bariki. C'est Abdelkader Bariki qui a été le grand massacreur en quelque sorte de ça. Il y a une brochure qui est sortie sur ces événements. Tous les journaux, pratiquement européens, ont parlé de cette affaire-là. Et c'est des journaux proches du FLN qui reprochaient ce massacre. Il y a un massacre inaugural. Il y a eu un massacre inaugural, c'est celui de la nuit rouge de la Soumab, à Oued Mizour. Et le deuxième, c'est celui-là. Et on se pose la question sur les massacres, est-ce que les massacres ont été utiles ou non. Et de toute façon, il y a eu une réprobation morale jusqu'à ce que le FLN ne reconnaisse même pas qu'il a été l'auteur de ces massacres. Est-ce que la violence a été annoncé la nature du futur État national souverain? Il y a débat, il y a de la recherche. La Blouite, c'est un cas à part. La Blouite, c'était... Prenez le micro, madame. Concernant la Blouite, moi je voulais savoir comment ton père Mira s'est affronté. Comment, parce que ça a été créé par le capitaine Léger, et comment il a réussi est-ce qu'il a réussi ou pas à atténuer les massacres? Alors, lorsque l'affaire de la Blouite a commencé le mois de mai 1958.
Les premières arrestations, Mustafa Nouri, capitaine Mustafa Nouri avec docteur, comment il s'appelle, ont été arrêtés au mois de mai 58 et exécutés peu après tout ça. Donc après, la machine à tuer s'est commencé à tourner à plein régime, et beaucoup de gens ont été tués malheureusement innocemment. Et c'était donc Nabluit, c'est d'abord un complot du capitaine Léger, je passe sur les détails et tout ça, qui a fait croire à la direction de la Wilayatura, principalement à Meroche, que les instruits, les étudiants, les citadins, donc selon moi, ont trahi la révolution. Et donc on commençait à arrêter les gens, et puis ils sont soumis à la torture. L'aveu, ce qu'on appelle l'aveu, c'est très connu en Union soviétique, c'est-à-dire il faut avouer et puis tu passes à la casserole. Donc ils ont été nombreux à être tués de façon horrible, vraiment des choses invraisemblables. En Tunisie, il y avait un autre problème, c'est qu'il y avait le problème entre les wilayas et comment renforcer sa position à l'intérieur de la révolution et tout ça. Et Kerim Belkacem n'avait pas prêté attention à cette affaire qui est en train de se dérouler en Kabylie. C'était pas... Ils n'ont pas saisi, lui-même n'a pas saisi la profondeur de cette crise. Jusqu'à ce que le frère du commandant Kassi arrive avec une lettre qu'il donne à Kerim Belkacem. Cette lettre qu'il lui a envoyée à Meroche, quand Kerim a lu la lettre, il a trouvé des gens qu'il connaissait depuis avant 1954. Oh, Mahlal est devenu Harki, des gens qu'il connaissait, qui sont de vrais patriotes et qui étaient avec lui avant même 1954, et qu'il retrouve sur la liste des exécutés. Donc le doute a pénétré Kerim, qui lui a libéré ensuite et ils ont dit, Mohamed Issa et Kerim, ils ont dit aux deux commandants qui étaient là-bas, Mira et Rouge, de rentrer au pays et de mettre fin à la... Malheureusement, pour partir, ils ont mis déjà 3 mois pour préparer le départ. 3 mois. La première tentative, donc je l'ai vu. Et quand mon père est arrivé, il a libéré, Ben Yahya, il écrit dans son livre La conjuration au pouvoir, il a libéré des gens, ces gens-là. On parle de 60, mais quand ils sont arrivés, quand mon père est arrivé, c'était déjà trop tard. Ils sont tous passés à la casserole et tout ça. Bon, l'idée chez Améroche va se rendre compte qu'il est allé trop loin. Je pense que le discours d'adieu, en quelque sorte, lorsqu'il est parti, le discours d'adieu qu'il a fait, on voit des relents de regrets, mais le mal est déjà fait. Farid. Dans cette histoire, ce qui m'a toujours impressionné, bien avant que j'écrive, c'est que chez les Moudjahidines, je ne sais pas ce qui s'est passé, on cherche à protéger le bourreau que la victime. C'est invraisemblable. Farid. Pour le livre, je l'ai lu, c'est un excellent livre qu'il faut lire absolument. Ma question, voilà, c'est juste pour les recherches que tu as faites déjà. À ce moment-là, de fin des années 40 jusqu'à novembre 54, au Mera, il était ici en France, en plus, l'un des chefs de PPA ici en France. Donc, il y avait la crise berbériste de 49. Je souhaite juste savoir quel est le penchant, est-ce qu'il était pour ou contre voilà, cette crise berbériste. Il était ni pour ni contre.
Mais bien le contraire. Il était ailleurs, comme la plupart, des militants de l'époque. La crise berbériste s'est déroulée au niveau des cadres supérieurs de la direction. Je crois que ça n'a pas atteint les rangs de la base et tout ça. Donc on ne peut pas... Même à Tazmalt, je n'ai pas souvenir de ce qu'on m'a rapporté. On me disait, il y a un certain, le seul qui a eu un lien avec les gens de Al-Hammam qui étaient proches de la liste des berbéristes, il s'appelait Couscous. Je crois que c'était Neid Ben Ali, je ne suis pas sûr, mais le seul Neid Ben Ali dit Couscous, qui a tenté de faire... De lancer la tendance berbériste à Tazmalt, il n'a pas réussi. À l'époque, attention, la quasi-totalité des structures étaient fidèles à Messali al-Hajj et à la ligne jacobine. Je ne crois pas que les nationalistes de l'époque pouvaient penser qu'il y a une autre structuration que le jacobinisme. Oui, d'autres interventions? Oui, Boussa. Oui, est-ce que tu parles? Tu parlais du massacre d'Amizour, qui n'est pas très connu. Est-ce que tu peux en dire plus, s'il te plaît? Alors, le massacre je ne connais pas plus que ce qui a été écrit et tout. Ça mérite une enquête. Globalement, on a tué... D'abord, il faut connaître qu'Amizour et sa région, c'est le fief des Ouelabah, de la famille Ouelabah. La famille Ouelabah était pro-française. Était pro-française comme la plupart donc, on a commencé on a reproché à des gens, de travailler chez Ouelabah et tout ça. Donc on a commencé la répression et tout cela. Donc ce qui fait qu'à un certain moment, on a considéré que cette région était défaillante et tout ça. On est passé à la répression. C'est Sermimi. Pareil qu'il a, parce que maintenant il y a de la contestation. C'est Sermimi avec le soutien d'Amirouche qui ont été à l'origine de ce massacre. Il y a eu un rapport écrit par mon père pour dénoncer ce massacre-là. Et il dit entre autres que si on a fait ça, on va perdre les cotisations des gens qui travaillaient dans les mines et tout ça. Parce que la conséquence, la conséquence du massacre d'Amizoul, c'est que les gens sont partis se renforcer l'armée française. Jusqu'à maintenant, dès qu'Amizoul n'est pas patriote dans le truc public, à cause de cela. Il y a beaucoup qui ont rejoint l'armée française et qui ont rejoint surtout l'espèce de vigilance, l'autodéfense. On connaît l'ampleur de... L'ampleur, là aussi les chiffres prêtent à controverse, parce qu'on ne sait pas combien. Il y a eu plus d'une centaine, c'est sûr. Mais là aussi, il n'y a jamais eu d'enquête, jamais de sanctions, rien du tout. D'ailleurs, peut-être Amirouche a gagné ses galons, quelque chose on le connaît, c'est à partir de Mizoul où les choses se sont accélérées du côté de la basse vallée de la Souma. J'ai une autre question. En fait, la question qui a été posée tout à l'heure, tu vois, l'écriture de l'histoire chez nous, etc. Il y a cette difficulté déjà que les gens, il y a l'oralité, les gens n'écrivent pas forcément, etc. Donc on a ce premier problème. Deuxième problème, c'est les langues qui ne se délient pas, les gens ne parlent pas. Et je voulais savoir, toi qui as mené une enquête sur le terrain, etc., est-ce que maintenant, les témoins qui restent, etc., est-ce que
ils acceptent de parler, de raconter facilement, ou il y a encore ce problème, on attend à ce que les gens meurent pour... Alors, il y a eu la libération de la parole. Je crois qu'à partir de... Politiquement, c'est à partir de l'instauration du multipartisme en Algérie, donc la parole générale s'est libérée et tout ça, et on a commencé à parler de la guerre, de notre propre lutte de libération. Qu'est-ce qui prévaut alors, il y a eu un premier pas. Ensuite, les gens voulaient parler. Beaucoup de gens voulaient parler. Il faut rendre hommage, même si je ne partage pas toutes ces informations, il a inauguré cette voie. Donc, après, les Moudjahidines voulaient parler. Mais il y a beaucoup de Moudjahidines jusqu'à maintenant ne veulent pas parler. Par exemple, je prends un type qui s'appelle Al-Ziri Dial Al-Ftrak. Al-Ftrak était la liaison du lait entre mon... C'est la liaison du lait de mon père. Jusqu'à maintenant, dernièrement, quand je lui ai téléphoné, il ne veut pas parler. Il a donné un certain nombre de choses, mais il y a des choses, il m'a dit je ne veux pas. Il y a des gens spontanément, ils viennent, ils veulent témoigner maintenant, et d'autres sont encore réticents. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Par exemple, Ali Aziri, il était proche de Mohamed Haj, mais en même temps, il faisait partie du staff de mon père. Il disait et puis il reste là. Arnoud, on va témoigner devant Dieu. Par exemple, c'est Avla de Sharfa, qui a gagné le maquis le 1er novembre 1955. Jeune était mineur quand il avait gagné le maquis. J'ai mis 5 ans pour qu'il me parle de la Bluite. 5 ans. Il a écrit un livre, lui. Hein? Il a écrit un livre. Un livre? C'est Abdullah. Delis? Oui. Ah, très bien. Si, il a écrit un livre. Et en arabe, oui. Non, il a écrit en français. Ah bon? Ah oui. Je ne suis pas au courant. De Sardin Sharfa. Sardin Sharfa, c'était mon cousin. La preuve. C'est une information locale. J'ai écrit en arabe. Non, il a écrit en français aussi gros que le vôtre. Le livre, il a apporté beaucoup de précisions aussi. Ah, ouais. Alors, Tariq, avant de te donner l'occasion de dédicacer le livre, est-ce qu'on a oublié quelque chose de fondamental, d'important, que tu voudrais dire, ou bien un dernier mot, parce qu'on n'aura pas le temps de tout raconter. Et personnellement, j'insiste pour dire qu'il faut lire ce livre. Vraiment, ça vaut le coup de le lire et de l'avoir dans sa bibliothèque. Oui, Tariq. Alors, il y a une information importante, c'est concernant la succession. C'est que lorsque mon père est arrivé du côté de Mansoura, Amirouche n'était pas loin. Ils étaient à 1 kilomètre l'un de l'autre. 1 kilomètre l'un de l'autre. Moi, il m'a dit j'étais avec Amirouche. Et voilà que l'aspirant de renseignement et liaison qui arrive, il dit c'est Amirouche, c'est Avrahman Ouira, جاهدين اكسبس معلش قال منصور الناس عمروش الناس فريدي وماشي كيف ça se déroule le 17 mars 59 et le 21 mars il écrit pourtant Amerouche lui-même écrit pourtant, donc j'ai la lettre est là, je viens d'apprendre par la liaison de Wilaya que c'est Abrahman et si Saïd sont arrivés en Kabylie. En ce qui concerne l'intérim, ce sera c'est Abdelrahman. Donc il y a un truc où il se dédie et il renforce la position de Mira. C'est une histoire assez... Amiro chez mon père. Oui, c'est une histoire hors du commun. Comme les parcours des deux personnages, personnalités. Paix à leur âme, hein. Merci d'être venu pour ce cas. Ah oui, d'accord. Micro. Allez-y. Il vaut mieux pour que tout le monde entende.
C'est une question peut-être gênante, mais c'est pas du tout pour gêner que je la pose. Quand on voit les places fortes de la résistance... Le micro. Il faut le dire, l'Akfadou, notamment, la région d'Agbou, avec Tasselent, avec le camp Artois, avec Ataïzel, Mikesh, de Mayo, tout ça, on appelle la petite Kabylie jusqu'à Sétif. Et quand on voit le prestige que portent en fait les chefs de la Révolution, on ne ressent pas en petite Kabylie. Les chefs, par exemple, de la Révolution, qui on connaît, originaire de la petite Kabylie, par exemple? Qui on peut citer? À part Abdelrahman Lira, je ne vois pas d'autres. À telle enseigne qu'il y a eu une délégation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas l'enfouir. J'en ai parlé un peu avec toi tout à l'heure, mais apparemment tu n'as pas prêté attention. Il y avait une délégation quand même qui s'est rendue à Tasselent lors de la visite à Améroche, quand on organisait les maquisards de la région de Tasselent, justement, d'Agbou, de Chenata, parce qu'il y en avait, hein, c'est quand même des places fortes de la résistance. Ils sont allés voir donc les commerçants d'Agbou notamment, qui organiseront plus tard la logistique du congrès d'Assoumam, sont allés voir Amérouche en lui disant « mais tu nous enlèves ce boucher de notre région, sinon on va envoyer des jeunes pour liquider ». Parce que beaucoup de cadres étaient liquidés systématiquement. Est-ce que c'est juste des condiratants ou il y avait une réalité à ce propos? Puisque c'est vrai qu'après l'indépendance, le cadre de la petite Kabylie, je sais qu'il y a plus une Kabylie. Mais la réalité est que le rôle de la petite Kabylie a été minoré. Alors que les places fortes, c'est quand même le camp Artois, c'est l'Akfadou, c'est la région de Tiraram, Tasselent, Auslegen. On oublie, le congrès second était organisé à Auslegen. Est-ce qu'on avait des cadres à part Choisel, deux, trois autres? Merci. Justement, la nomination de... Désolé si je gêne. Non, il n'y a pas, vous ne gênez rien du tout. Brahim, s'il te plaît. Oui, j'ai une mise au point. Alors ici, rien ne gêne. Il n'y a aucun tabou, ni politique, ni religieux, ni philosophique. Ça fait 8 ans que nous faisons le café littéraire ici. J'ai interdit une seule chose, c'est l'insulte. On a le droit de dire à l'autre on n'est pas d'accord avec lui, mais sans l'insulter. Toujours dans la correction. Parce que si on se met à s'insulter les uns et les autres, on va finir par se bagarrer et c'est pas le but du café littéraire. Pas du tout. C'est pas mon propos. Non, pas du tout. C'est pas pour vous. Non, parce que c'est juste une mise au point. Ça n'a rien à voir avec vous. Et merci pour... Non, votre question est pertinente. Je vais vous dire une chose. En terminant la lecture du livre de Tariq, je me suis posé la même question. En fait, j'avais cette question en moi il y a longtemps. Mais j'avoue que je n'ai pas les réponses. Parce que j'aimerais avoir des réponses étayées par des faits et recoupées. Je n'aimerais pas avoir une réponse dictée par mes sentiments. Voilà. Alors, merci Youssef. Je t'en prie. Il y a une question, on prend la dernière question et on va passer à la dédicace. Oui, bonjour à tous. Oui, tu veux répondre d'abord ou bien une seconde. Alors, en conclusion sur... D'abord, mon père a été tué le 6 novembre. Une semaine avant, Mohamed El Hadj a été nommé officiellement chef de wilaya, sans que mon père ne soit au courant. On se pose la question, quand on met les critères l'un à côté de l'autre, normalement, Abdelrahman Mira sort vainqueur, incontestable. D'abord, la dernière réunion des colonels, le mois de décembre 58, la zone 2, c'est-à-dire la zone qui part de Bougie jusqu'à Bouila, c'est par la rive gauche, est arrivée en tête des cotisations, en tête de l'armement et tout cela. Bon, ça c'est toujours. Donc mon père a été élevé à la place de mon père comme comme colonel. Donc les questions se posent. Pourquoi lui et pas Mira? Pourquoi ça? Et les gens, moi j'ai rencontré beaucoup de gens de la zone 1, de la zone 2, disons de la petite Kabylie,
qui disent qu'il y a eu une espèce d'hégémonie de la Grande Kabylie, entre guillemets, qui nous pose problème. La preuve, c'est que il y a eu des capitaines chefs de zone qui ont exercé en zone 2, zone 1, c'est-à-dire en petite Kabylie, comme c'est Abdullah, c'est Mustafa, troisième, c'est Ardevskine, c'est Mustafa, et un troisième capitaine et tout ça. Il y a Ounat Ismous qui était lieutenant dans une région de la vallée d'Assouma. Et l'inverse n'existe pas. Les gens de la zone 1, de la zone 2 qui vont commander en zone 3 et en zone 4 n'existent pas. Donc la question se pose. Et d'ailleurs, les dissidents de l'affaire des officiers libres, ceux qui en 63, ceux qui avaient peur, malgré la réconciliation qui a été faite avec Mohamed Haj, comme le Mouloud ils ont rejoint l'armée des frontières. Absolument. Ils ont rejoint l'armée des frontières contre Mohamed Haj, contre la Wilaya 3. C'est-à-dire qu'il y a une blessure qui est restée. Je ne pense pas qu'il y a des recherches à faire. Bien sûr, il faut faire très attention à ces choses-là. C'est de la dynamite. C'est de la dynamite parce que les gens ne demandent que la querelle. Il faut approcher ça sereinement, de façon pédagogique. Tout à fait. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à Tarer. C'est vrai que moi j'ai eu la chance aussi d'avoir lu ton livre, un livre étayé, précis. Je pense que c'est l'œuvre de ta vie, donc bravo. Deux petites... je pense aussi que par rapport à la Wilaya 3, une thèse, voire plusieurs s'imposent. Donc j'espère que nos étudiants et historiens viendront sur ce sujet important. En tout cas, tu as mis certaines orientations dans le débat. Aujourd'hui, moi je veux revenir sur la dépouille de ton papa, de ton père. Que reste-t-il à faire sur les disparus? Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. On peut s'appuyer sur la réponse qui m'a été donnée par l'administration française et relancer l'affaire. J'ai donné le dossier à Benjamin Stora dans le cadre de la commission de réconciliation des mémoires et tout ça. Bon, pour l'instant, rien n'a filtré. Il faut relancer l'affaire. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas idée en quelque sorte précise. Je n'ai pas une idée précise de ce que l'on doit faire, mais je pense qu'on peut relancer les choses. Parce qu'il y a des choses précises. Moi, je leur donne. Il y a les plans, peut-être les plans de vol d'Internet et tout ça. Ils peuvent retrouver ça. Je pense que c'est dans leurs archives. C'est certainement le 5e bureau qui a orchestré de l'affaire. Le 5e bureau, c'est la propagande. Il y a beaucoup de... C'est à eux de... Il faut imaginer quelque chose. En tout cas, il faut les saisir officiellement pour savoir où est-ce qu'ils ont mis la dépouille. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne sait pas la dépouille, puisqu'ils m'ont répondu que la dépouille de ton père est sortie le 7 novembre 1959 à 10h de son cri de transition. Merci Tarer, merci tout le monde. Place à la dédicace et à la semaine prochaine. Merci.